Que va-t-on voir au Salon aéronautique du Bourget cette année? Quels sont les grands rendez-vous télé de l'été? Alors ces sujets-là et bien d'autres encore, comme les législatives ou la rénovation du système de retraite, seront au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Avec notre invité Christophe Carrière et nos journalistes, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Christophe Carrière. Bonjour. Bonjour Christophe Carrière, bonjour Fred, bonjour à tous, merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. On vous en parle dès maintenant, vous connaissez maintenant ce titre, vous connaissez cette émission, c'est votre rendez-vous d'anticipation diffusé chaque jeudi à 15h10 sur lefigaro.fr. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité aujourd'hui, Christophe Carrière. Il vous répondra tout à l'heure pendant l'interview qu'on lui a consacré, qu'on lui a préparé. Même pas peur. Même pas peur. Alors, Christophe Carrière, vous êtes reporter à l'Express, juste à côté du Figaro, en charge du cinéma, chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Aussi, vous êtes l'auteur de romans. En 2015, vous publiez Un père et passe. En 2016, c'est pas grave, ça va passer. Ça va pas durer. Ça va pas durer, pardon. Et vous nous retrouvez aujourd'hui parce que vous publiez chez Michel Lafon, Patrick Devers, L'écorché. Oui. Et on en parle dans quelques minutes ensemble. Et oui, vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce livre. On reviendra donc plus en détail tout à l'heure sur cette actualité. Je vous rappelle d'abord, encore une fois, le principe de cette émission n'est pas de commenter l'actualité, mais de commenter l'actualité des semaines à venir. Justement, Christophe Carrière, quel rapport vous avez avec l'actu ? J'ai un rapport comme tout le monde. Là, en ce moment, je suis à fond sur les législatives, comme tout le monde. Voilà. C'est le sujet d'actualité primordial. Et puis tous les actes terroristes qui s'accumulent. Tout le monde me demande pourquoi je garde sur Twitter ma photo de profil « Je suis Charlie », mais je crois que c'est toujours d'actualité. Je ne vois pas pourquoi je changerais, quoi. Ça s'inscrit encore dans votre quotidien? Ah oui, à fond, oui. Dans le quotidien de tout le monde, hélas. Ouais. À propos d'actualité, Enora Malagré tacle Cyril Hanouna aujourd'hui dans Téléops. Eh bien oui, justement, je la cite, elle dit « À nous les chroniqueurs, Cyril faisait bien sentir parfois avec une pointe de mépris qu'il était le producteur et nous de simples employés. Quand tu produiras, on te demandera ton avis, des trucs de ce genre. » Elle ajoute, je termine Christophe, « Je me retrouvais avec d'un côté un mec qui te produit pendant 5 ans et de l'autre le même qui te dit à l'antenne que tu es une animatrice en carton. » Alors, vous voyez, c'est le problème, ça, de tous les réseaux, de tous les médias maintenant. On prend cet extrait d'interview. Mais citez tout le reste aussi. Tout le reste où elle dit tout ce qu'elle doit à Cyril, que vraiment, elle lui doit tout, comme nous tous d'ailleurs, enfin autour de la table de Touche pas à mon poste. Quand même, voilà, elle ne dit pas que des tacles, voilà, il n'y a pas que ça non plus. Effectivement, si elle est partie, mais si elle le dit, si elle est partie, c'est qu'il y a une raison quand même. Elle n'est pas partie parce qu'elle en avait marre. Elle aurait pu en avoir marre, mais apparemment, il y avait des tensions, effectivement. Elle n'amusait peut-être plus Cyril, Cyril ne l'amusait peut-être plus. Donc voilà, il y a un moment donné, elle a fait le tour, elle est partie. En tout cas, il n'y a jamais eu vous n'avez jamais eu ce type de rapport avec Cyril Hanouna? Ah non, franchement, moi, mes rapports avec Cyril sont, on va dire, plutôt très professionnels, très, très amicaux. On ne s'est jamais pris la tête. Voilà, il y a une année, effectivement, où il trouvait que j'étais pas dedans. Voilà, il trouvait que je n'avais pas fait une super année. Ce à quoi je lui avais dit, mais en même temps, il ne me tendait pas non plus la main sur le plateau pour y aller. Mais je crois que c'est parce que je ne m'inscrivais pas dans un délire, on va dire, de l'émission. Je suis toujours accroché à cette émission, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est vrai que maintenant, on va peut-être plus revenir à des débats médias, moins sur les happenings. Voilà, d'ailleurs, il l'a dit, et dans ce cas-là, j'aurais peut-être plus ma place, effectivement, dans l'émission. Mais moi, je n'ai jamais eu un problème avec Cyril. Franchement, on s'entend super bien. Et puis c'est la télé, quoi. Un coup, on vous appelle, un coup, on ne vous appelle plus. Voilà. Le truc, c'est que moi, je sais que je suis franchement accroché, même, je veux dire, sentimentalement à cette émission. On en parlera tout à l'heure, parce que ça fait longtemps que vous y êtes. Oui, voilà, exactement. Merci. Vous permettez que je vous appelle Christophe? On va faire comme ça. Permettez que je vous appelle Fred? On va faire comme ça. Okay. Alors, dans cette première partie de l'émission, Christophe, on va parler avec Véronique Guillermard
notre spécialiste de l'aéronautique du Salon du Bourget qui se tiendra du 19 au 25 juin prochain. Mais oui, tout à fait. Mais d'abord, on est avec Marc Landré qui anticipe une actualité qui nous concerne tous à un moment donné. Il s'agit des retraites. Certains plus que d'autres. Certains plus rapidement, moi avant les autres. Oui. Et on va rappeler que vous êtes Marc Landré, le chef du service économie France du Figaro, et que donc la semaine prochaine sera publié le rapport du COR. Qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que le COR, le COR, Marc? Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que le COR? Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui a été créé en 2001 par un certain Lionel Jospin, qui à l'époque était Premier ministre. Pourquoi faire? En vérité, c'est un aréopage d'experts, de hauts fonctionnaires, d'économistes, de hauts fonctionnaires, de syndicalistes, de patrons, qui sont chargés d'anticiper un petit peu ce qui va se passer en matière de système de retraite dans les années à venir. Et notamment de savoir combien il va manquer d'argent dans le système, dans le bastringue, pour pouvoir payer les pensions des gens qui sont à la retraite ou qui vont partir demain à la retraite. Alors, pourquoi on va en parler la semaine prochaine? Pourquoi ça arrive maintenant et qu'est-ce qu'on en attend de ce rapport? Parce que l'une des productions attendues du COR, c'est son rapport annuel sur les perspectives financières. Et il tombe mardi prochain, le 20. Et il est d'autant plus attendu que pour la première fois, celui de l'année dernière montrait une amélioration des besoins de financement. Je traduis. Besoin de financement, ça veut dire déficit. Ça veut dire que pour payer les retraites des gens, à horizon 2020, 2040, 2050, on avait un besoin de financement, on a un besoin d'apporter de l'argent neuf pour pouvoir payer les pensions des gens. Et pour la première fois l'année dernière, on avait ce besoin de financement qui se résorbait, qui se réduisait du fait de l'amélioration de la conjoncture d'une part et de toutes les réformes qui ont été menées ces 15 dernières années, par Fillon en 2003 jusqu'à Woerth en 2010 et même Touraine en 2014. Donc tout ça faisait que on n'avait plus que besoin en 2020 que de 4 milliards d'euros pour boucler l'ensemble du système. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, concrètement, vous l'expliquez bien, on a compris que le rapport du COR, c'était le 20 juin. On allait beaucoup en entendre parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça risque de changer pour les salariés et ou futurs retraités? Ce qui risque de changer déjà, c'est que l'amélioration risque de se transformer en détérioration. On sait que compte tenu d'un certain nombre de paramètres de l'économie mondiale, à savoir l'incertitude au niveau international lié par le Brexit, lié par l'élection de Trump, entre autres, ou la fin de l'alignement des planètes, comme on dit en économie, on sait que la situation économique est moins bonne. Et donc que, en termes de conjoncture économique, il va y avoir une détérioration du besoin de financement. On sait également qu'il va y avoir cette détérioration parce qu'un certain nombre d'hypothèses qui avaient été posées pour arriver à ce résultat-là ne se sont pas réalisées et ne vont pas se réaliser. Je vous donne un seul exemple. Il fallait que le taux de chômage atteigne 7% en 2020. Or, on sait déjà dès maintenant, 3 ans avant, qu'on ne sera pas à 7% en 2020. Donc, il va y avoir une détérioration. Et qu'est-ce que ça va changer pour les gens? Ça va changer qu'il va falloir amener de nouveau de l'argent dans le système. Alors, combien? On ne sait pas trop encore, ça va dépendre effectivement du calage et du curseur, mais comment? Il n'y a pas 40 000 solutions de ramener de l'argent dans le système des retraites. Alors, il y en a trois solutions. Quelles sont donc ces trois solutions? Principales solutions. La première, elle a été utilisée en 1993, c'est grosso modo de baisser les pensions des retraités. Donc, je m'appelle Jean-Paul, je suis retraité, je gagnais 10, demain je gagnerai 8. D'accord, voilà. Première option. Ça c'est la première option. On baisse le niveau des dépenses, en l'occurrence les pensions. Deuxième option, on augmente les cotisations. Je m'appelle Jean-Paul, je suis salarié, je payais 10, demain je payerai 12. D'accord, sans baisser pour autant. Sans baisser pour autant les pensions. Après, on peut faire un mix des deux, mais c'est excessivement rare. Dans tous les cas, le pouvoir d'achat est un peu désactif, parce qu'en l'occurrence, dans le premier cas, on touche ceux qui touchent les pensions, c'est-à-dire les retraités, donc les passifs, alors que dans le deuxième cas, on touche les actifs, ceux qui versent les cotisations. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième, c'est qu'on joue sur l'activité, c'est-à-dire sur deux paramètres principalement, l'âge de départ à la retraite. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2010 en reculant de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite, ou alors en augmentant la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Ça a été fait en 1993, en 2003 et en 2014. Et pour votre gouverne, il faut savoir qu'aujourd'hui, la borne qui est fixée, c'est 44 ans en 2035. Pour avoir une retraite à taux plein, en 2035, il faudra avoir cotisé pendant 44 ans. Alors, vous l'expliquez très bien. À l'issue de ce rapport du COR, le 20 juin, 3 options possibles seront retenues. Mais alors, qui va retenir ces options? Quand? Comment? Et comment ça va se passer? Quel est le calendrier, vais-je dire? Alors, il y a une personne et une seule qui décide. En plus, c'est le cas depuis un mois et ça va être le cas pendant 5 ans, c'est Emmanuel Macron. Alors, il va concerter, discuter avec les partenaires sociaux, mais au final, c'est lui qui prendra la décision. Il a dit, pendant la campagne, qu'il ne toucherait ni aux pensions, ni à l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il va augmenter le taux de cotisation? Possible.
mais ça n'aura un effet et un impact qu'à très long terme, puisqu'on sait déjà qu'il va y avoir une montée progressive en charge jusqu'à 44 ans. Aujourd'hui, on a 41 ans et demi. Donc on va encore avoir 2 ans et demi d'augmentation de durée de cotisation d'ici à 2035. Donc il est quand même peu probable, pour résoudre un problème financier à très court terme, qu'on agisse sur un levier à long terme. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être agir sur d'autres paramètres, qui sont des paramètres beaucoup plus subtils, qui permettront de ramener quelques milliards par-ci, par-là, en tout cas à court terme. Et même s'il y a une grande négociation qui va démarrer à partir de l'automne pour parler justement de cette rénovation qu'il a promise du système de retraite, ça ne devrait pas toucher les 3 principaux paramètres sur lesquels on a toujours agi depuis maintenant 25 ans. Marc, merci beaucoup. En tout cas, évidemment, à partir du 20 juin, tous les jours, on vous retrouve sur lefigaro.fr et dans les pages du Figaro Saumon pour nous expliquer tout ça. Et le 20 juin, et le 21, le journal du lendemain du quotidien, on vous retrouvera. Et sur lefigaro.fr, le soir même, pour vos analyses et vos commentaires sur le corps. Puisque l'on parle de retraite, pas tout de suite, je dis ça, je vous regarde d'un seul coup spontanément, puisque l'on parle de retraite, alors là, ce serait bien, Christophe. Je signale la sortie du livre de notre confrère et chroniqueur qui vient de temps en temps dans l'émission, Quentin Périnel, qui sort vivement à la retraite. Astuces, conseils, petites idées à consommer sans modération. Ça se lit, je vous l'offre, et ça génial, fait plaisir. Merci beaucoup. On a des cadeaux ici. Et on a des cadeaux. Les invités sont parce que les chroniqueurs, jamais. Il y en aura d'autres, des cadeaux. Christophe Carrière, vous n'avez effectivement que 52 ans, c'est encore tout jeune, vous avez bien le temps d'y penser à la retraite. Mais est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire pendant cette période de votre vie? Je pense que je n'arrêterai jamais de travailler. Non, mais c'est une question de... C'est une bonne question. Non. Moi, je pense que la retraite, c'est une question de pénibilité du travail. Si vous voulez, vous avez lu, on s'en était parlé, Un père et passe. Non, mais Un père et passe, le roman, voilà. Pardon. Vous savez que comme c'est autobiographique, vous savez que voilà, j'ai travaillé très jeune. Oui, sur les marchés. Sur les marchés, puis après en magasinier dans un supermarché. Là, effectivement, la retraite à 60 ans, il n'y a pas de souci, quoi. Tant mieux, quoi. Oui, vaut mieux, voilà. Maintenant, on ne peut pas dire que moi, mon travail, soit d'une pénibilité, là, ce que je fais aujourd'hui, soit d'une pénibilité absolue. C'est-à-dire que je suis reporter cinéma, donc je vais voir des films, je vais dans des festivals, je fais des enquêtes, effectivement, des interviews, des reportages, j'écris des livres. Je vois pas... Mais vous continuerez sur la même lancée, vous ne changerez pas de secteur. Bah non. Vous mettrez au jardinage, par exemple. Non, j'ai envie de faire ça ad vitam aeternam, si vous voulez. Tant que je peux le faire, je le fais, quoi. Voilà. Mais je comprends tout à fait, en revanche... C'est un vaste débat, mais je trouve que la retraite à 60 ans, si vous voulez, dans mon cas, 62, je ne vois pas, je vois pas l'intérêt. En revanche, oui, effectivement, pour les gens qui bossent à se casser les reins et tout ça, je veux dire, oui, effectivement, et qu'on leur fasse une retraite digne. Quand j'entends qu'on songe à baisser leur retraite, je sais que déjà, ils ne gagnent pas lourd. Mais alors, si en plus on leur baisse leur retraite, les pauvres, non, franchement, là... Bon, vous continuerez, quoi. Ah, mais moi, je continue, moi. Génial. Je continue, je cotise, et puis voilà, quoi. Allez, voilà, 52 ans, 74. À partir de 1 200 € de pension par mois. On est quoi, un retraité aisé à partir de 1 200 € de pension par mois. Mais on ne va pas se battre, messieurs. Non, mais attention, parce que là, à un moment, ça va cartonner. Mais 1 200 € par mois à Paris, bon courage. Bon courage. Voilà. Nous sommes toujours en direct dans notre émission. On vous en parle dès maintenant. Christophe Carrière vous répondra évidemment. Vous posez vos questions sur la page Facebook du Figaro. Et dans un instant, on aura un échange exclusif. Merci Marc, merci beaucoup de votre intervention. Fred, Christophe, je vous propose maintenant qu'on anticipe l'actualité aéronautique avec un événement d'envergure mondiale. Il s'agit du Salon du Bourget, bien sûr. On en parle avec Véronique Guillermard, nouvelle venue parmi nos chroniqueurs. Bonjour Véronique. Oui, c'est sa première fois, dites-le. C'est ça, là. On est content. Il faut faire un vœu, Véronique. Merci, moi aussi, je suis très contente. Je précise que vous êtes rédactrice en chef adjointe spécialiste des questions aéronautiques au Figaro. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui ouvre ses portes au Bourget, au nord de Paris, à partir de lundi prochain, se prolongera jusqu'au dimanche 25 juin. Il y en a combien? Des avions, des hélicoptères, là, pendant ces quelques jours intenses sur le site? Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons la chance en France et à Paris d'accueillir un événement d'envergure mondiale. C'est le premier salon aéronautique au monde, de par son ampleur, son impact médiatique, mais aussi le nombre d'avions qui vont être exposés ou qui vont faire des démonstrations en vol.
un total de 150 appareils, hélicoptères, drones. Bon, les drones seront au sol parce que pour des questions de sécurité, on en parlera peut-être tout à l'heure, ils ne sont pas autorisés à voler. On aura 2400 exposants. Il faut savoir que toutes les grandes entreprises aéronautiques mondiales sont présentes. Donc il y a Airbus, il y a Boeing, il y a Lockheed Martin, il y a des Chinois, des Brésiliens, Embraer. Tout le monde est là. Le monde entier a rendez-vous au Bourget. C'est ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres salons qui sont très connus. Il y en a bien d'autres, oui, des salons il y en a plein. Il y a organisés. Farnborough qui est en alternance avec le Bourget. Il y a le salon de Dubaï, il y a le salon de Singapour, il y a un salon à Orlando, mais qui est dédié à l'aviation d'affaires. Donc on a des salons qui ont plutôt des vocations régionales ou qui sont spécialisés. Le militaire, le civil, l'espace. Au Bourget, vous avez tout. C'est le plus complet. Et c'est unique au monde. Le plus prestigieux, Voilà. le plus complet. On va y voir quoi d'exceptionnel cette année, Véronique? Beaucoup d'avions, bien sûr. Et c'est là, il n'y a pas Et d'avion. oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y en a pas cette année. Donc beaucoup d'avions, beaucoup d'hélicoptères qui vont nous faire des démonstrations. Donc les rois de la démonstration aérienne, ce sont les avions de combat. Donc nous verrons notre Rafale nationale faire des pirouettes, enfin des prouesses acrobatiques dans l'espace, enfin dans l'espace aérien du Bourget, bien sûr. Il ne va pas prendre la direction de la Lune. Voilà, c'est ça. Ils sont très attendus. On verra aussi des hélicoptères, on verra aussi des avions civils, tels que des Boeing, des Airbus. Il y aura l'Airbus A350-1000 pour les spécialistes. Donc c'est le plus grand modèle de la gamme A350 qui ne sera mis en service que dans 2 ans. Mais nous, on va le voir dès cette année. Il va voler. Voilà. Le Bourget, c'est aussi une occasion pour la jeunesse de toucher du doigt les métiers de l'aéronautique. Ah, c'est bien de le dire ça. Il faut savoir que l'aéronautique recrute énormément. Pour les étudiants qui se posent encore des questions voilà, sur leur avenir. Oui, Ah, tout c'est à très fait. bien ça, oui. En pleine période du bac. Il y a à peu près, selon les dernières études, 35 000 avions à produire et à livrer dans les 20 prochaines années, rien que pour les avions de ligne, c'est-à-dire ceux qu'on prend pour aller en vacances ou faire du Paris-Nice ou du Paris-New York. Donc, il faut des bras, il faut des ingénieurs, il faut des pilotes, mais tout le monde ne sera pas pilote de ligne. Il y a aussi plein de choses à faire dans les usines. Imaginer les avions du futur, utiliser les nouvelles technologies numériques, C'est génial. C'est très la bien de le réalité préciser, virtuelle, enfin, c'est vraiment intéressant. C'est l'armée qui est présente Et aussi, puis, il y a bien sûr l'armée de l'air qui lance sa campagne de recrutement. Donc, si vous le souhaitez, engagez-vous dans le cadre du Bourget, et pourquoi pas. En tout cas, vous avez l'occasion de rencontrer les militaires, les aviateurs. Ils sont là, à votre disposition, pour vous expliquer leur métier, leur mission et comment ils défendent notre pays. Alors Véronique, Il n'y a pas de limite d'âge. pardon. Je parle pour Fred. Ah, toujours Il y a moi, pas parce des que limites c'est la d'âge, retraite. Ah, là, c'est une colle. Hein. Non, il n'y a pas de limite Il n'y a d'âge. pas de limite. L'armée est œcuménique, hein, tu sais. le salon attire évidemment des milliers sûr. de gens pendant ces quelques jours. On sait que la France est en état d'urgence. Quelle est la protection qui a été prévue des personnes qui seront présentes sur place? Alors effectivement, c'est une question très importante parce que le Salon du Bourget, c'est la fête de l'aéronautique et par conséquent de l'aviation de combat. Il y a plusieurs avions qui vont être présents au Salon du Bourget qui sont dans la coalition qui lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Bon. On attend entre 350 000 et 375 000 visiteurs pendant la semaine. Donc il y a une concentration de population, de chefs d'État, de ministres, de gradés, d'industriels. Tous les grands patrons sont là, avec leurs états-majors. Donc évidemment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le salon est une cible. Mais il va être extrêmement bien protégé. Il y a un dispositif spécifique qui va être mis en place. L'armée de l'air, d'ailleurs, est en pointe sur le sujet. Donc le salon est en fait placé sous une bulle de protection aérienne. Il y a des Mirage 2000, des Rafales, un drone, des hélicoptères légers qui vont patrouiller, surveiller tout l'environnement du salon, en plus de la couverture nationale que nous avons tout le temps, 24 sur 24, tous les jours, bien sûr. Nous aurons aussi des moyens de détection de drones malveillants, donc des moyens de neutraliser ces drones. Il y aura des radars, des systèmes anti-aériens, et il y aura des milliers de militaires qui seront mobilisés. Donc de l'opération Sentinelle, donc là je descends du ciel pour aller sur Terre, donc des militaires de l'opération Sentinelle, des gendarmes, des policiers en tenue, mais aussi en civil, des milliers de caméras vidéo qui ne rateront rien de tous les recoins du salon. Et évidemment, quand vous arrivez au salon, il faut être très clair, vous allez être fouillé plusieurs fois. Et il y aura des zones de filtrage.
un petit peu comme celle qu'on a connue pendant la Coupe du Monde de football à Paris. Donc Véronique, c'est une sécurité maximale qui fait qu'évidemment, le public qui se rendra sur place aura la satisfaction et le contentement, on va dire, d'être rassuré sur les moyens mis en œuvre pour les protéger et profiter au maximum des exhibitions et des avions qui seront présents sur place. Exactement, il ne faut que rien ne gâche cette très belle fête qui a lieu tous les 2 ans à Paris-le-Bourget. Beaucoup de succès. Voilà. Merci Véronique pour une première top. Merci. Vous revenez quand vous... Parce qu'on a un spécialiste de la télévision quand même, hein, Véronique. Je l'ai trouvé super et en tout cas très dissuasive. Si quelqu'un veut s'amuser à pas faire le une moment, les connerie gars. là-bas, on a vu là, ça y est, il va changer de plan. quoi. Il va dire, On vous suit évidemment sur lefigaro.fr et dans Le Figaro. Et je tiens à préciser que le 19 juin, en kiosque, on voit les images. C'est le supplément Figaro aéronautique qui sera distribué avec le quotidien dès lundi matin que vous avez dirigé. Voilà, on en a vu quelques images. Christophe Carrière, vous avez peur de monter en avion? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Quand vous avez d'autres connaissez les probabilités d'avoir un accident en avion, je peux vous dire, vous avez plus de chances de vous faire écraser par une voiture. Hein. Voilà, c'est Est-ce que la vous avez raison, j'ai ça. pas du tout. Alors, c'est quoi vos phobies, alors, si vous n'avez pas peur de l'avion? Les insectes. Les insectes, mais vous savez, genre les rampants, quoi. Ça c'est pas possible, quoi. C'est le truc, les cafards, les machins et tout. C'est un truc... Et je m'en suis aperçu, en fait, vous savez que je me suis aperçu que j'avais cette phobie sur le plateau Touche pas mon poste, justement. Parce qu'ils avaient ramené des un jour, bestioles. un jour, je devais plonger la main dans un bocal avec plein d'insectes, mais je vous assure, j'étais Eh bien, c'est tout de suite, d'ailleurs. Il faut que vous fassiez Fort Boyard pour vous Ah là, oui, là, c'est sûr que Fort Boyard, immuniser à vie. c'est le rêve de mes filles que je fasse Fort Boyard, en plus. C'est le rêve de mes filles. Elles adoreraient que je le fasse. Mais franchement, ils me mettraient direct dans la cabine, je pense. Là, ils peuvent rigoler. Avec ce que vous venez de dire, c'est gros d'avance. On est à mi-parcours de l'émission. Je tiens à remercier Marc Landré et Véronique Guillemard pour cette première. On vous retrouve prochainement, évidemment, toujours pour anticiper l'actualité. Évidemment, et on vous laisse repartir. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Christophe Carrière, tout va bien pour vous jusqu'à présent? Tout va très très bien. Je trouve que vous rendez très très bien à l'antenne tous les deux. Je regardais dans le parce qu'on le- est bien On va maquillés. le dire à Non, mais à Chris. Comment il C'est s'appelle Florence qui Vous nous a êtes maquillés. super Florence qui nous a C'est les maquillés. équipes de Valérie Ancelin qui font l'image et la lumière. Donc Voilà, on lui les dit remercie. merci souvent. Maintenant, Christophe, on va parler de vous exclusivement. Et pour cela, je laisse Fred vous tirer le portrait avec ses jeux de mots. Ouh là là. Hanouna Ça commence fort. ou à nous deux. Oui, Christophe Carrière, qui êtes-vous? Et je dois vous avouer, quand Charlotte m'a dit c'est super, on va faire carrière, je me suis dit, cette femme, à côté de moi, c'est Madame Irma. Mais quand j'ai compris qu'elle parlait de vous, je me suis senti comme un lapin dans les phares. Clap, contre-champ, chant, la focale qui s'étalonne, flashback, clap des dents, plan séquence, conséquence, panique, silence, on tourne, action, j'étais muet, pas une lumière à faire pâlir les frères, puis j'ai repris des couleurs. Ralenti, zoom avant, je me suis posé calmement cette phrase. Comment faire carrière sans égratigner la mienne? Oui, comment faire le portrait de ce journaliste, écrivain, critique de cinéma? Vous qui, à l'écrit, avez du cran et à l'écran poussez des cris. Vous qui n'êtes pas un adepte de la chaise vidéo, vous qui êtes condamné au travelling forcé à vie, vous qui êtes vacciné des jeux de mots de Baba, comprenez que je ne savais plus à quel synchro me vouer. Alors, Christophe Carrière, qui êtes-vous? On va le savoir avec Charlotte. En tout cas, Christophe Carrière, merci d'être notre invité. Mais de rien, merci à vous pour ce portrait très cinéphile. Christophe Carrière, le grand public vous connaît grâce à votre rôle de chroniqueur dans Touche pas à mon poste, évidemment, avec Cyril Hanouna depuis 2010. Mais peu de gens savent effectivement que vous êtes d'abord critique de cinéma et grand reporter à l'Express. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter ce rôle de chroniqueur à l'époque dans l'émission? Mais c'est parti très en détente, voilà, parce que je suis très ami en fait. Pour tout vous remonter, en fait, je joue au poker. Bon, ça, toujours. Ça, voilà, c'est ma deuxième passion après le cinéma. Et il se trouve que Cyril joue au poker aussi. Et qu'à l'époque, on s'est retrouvés autour d'une table. Il était associé à l'époque avec Virginie Foucault, la fille de Jean-Pierre, qui est productrice. Et les deux étaient en train de monter Touche pas à mon poste. Ils m'ont demandé si, je vous le dis texto tel qu'ils m'ont demandé, est-ce que ça te plairait d'ouvrir ta gueule sur la télé? Et vous avez dit quoi? Tous les jours, évidemment, il n'y a pas de problème. À l'époque, je ne savais pas que ce serait une quotidienne. Ouais. On ne savait pas, on est parti, voilà. Et puis voilà, et puis c'était sur France 4 et une hebdo. 7 ans après, vous êtes toujours motivé? 7 ans après, je suis toujours motivé, évidemment. Alors en plus, moi, ma chance, c'est que j'en fais pas énormément. J'en fais moins que
qu'il y a 5 ans, quand on est passé en quotidienne sur des 8. Hein. Maintenant, c'est 8. Hein. Mais du coup, j'en fais 1, 2 par semaine. Donc ça va, je ne me lasse pas non plus, hein. C'est bien, hein. C'est tranquille. Mais finalement, votre ambition de départ, elle n'a pas bougé. Ah, pas du tout. Moi, franchement, on ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur, Touche pas à mon poste. On ne savait pas, ça nous a apporté quand même énormément de bien, franchement, parce que c'est sûr que les livres, d'accord, il y a peut-être la plume et tout ça qui compte, mais la notoriété compte beaucoup quand même. Et le fait est que ça m'a permis, franchement, d'abord de rencontrer Michel Lafon, qui est quand même un éditeur merveilleux. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. On va parler dans quelques instants de cet ouvrage, Patrick Devers, L'Écorché, qui est la biographie du comédien qui s'est suicidé il y a 30 ans. Mais d'abord, j'aimerais 35 ans. Il est mort il y a 35 ans. D'abord, j'aimerais me concentrer sur vous. Oui. Christophe Carrière, parce que je me concentre sur vous. Vous avez fait publier il y a 2 ans Un père et passe, dont parlait tout à l'heure Fred. C'était largement inspiré de votre vie, vous l'avez dit. Vous révélez une enfance bafouée qui aurait pu vous tuer, une passion pour le cinéma qui vous a sauvé. Vous êtes un écorché, Christophe Carrière ? J'étais un écorché, mais je ne le suis plus. Non, je suis enragé. Je ne suis pas écorché. Moi, je suis ce qu'on appelle, je suis comme Lola, la fille de Patrick Devers. Je suis ce qu'on appelle un résilient. Voilà, c'est-à-dire selon ce fameux concept qui fait que quoi qu'il nous arrive, on avance. Voilà, et on se dit que au bout du compte, c'est pas si grave, comme j'ai intitulé le 2e livre. Voilà. Mais c'est pourtant pas un hasard si vous avez porté votre intérêt justement sur Patrick Devers et que vous avez écrit sa biographie. Vous parlez de sa fille Lola Devers qui signe effectivement la préface du livre. Elle souligne votre bienveillance, la bienveillance qu'elle a sentie dans les lignes que vous avez écrites sur son père. Exactement, c'est ça. C'est pas un hasard. Non, c'est-à-dire que vous choisissez à un moment donné, vous choisissez soit vous êtes énervé, écorché, vous prenez un mauvais chemin et vous devenez à la limite délinquant, comme j'aurais pu le devenir, soit vous vous dites, c'est quand même plus simple, enfin moi je pars du principe qu'il est plus simple d'être bienveillant, quand même, et d'être, et de ne pas penser à mal, tout simplement. J'arrive pas à voir, c'est très rare quand je vois une personne sous un angle négatif. Voilà, là pour le coup, pour parler d'actualité, si vous voulez, par exemple, par rapport à Cyril, qui se prend disons-le, il se prend des seaux de merde là depuis plusieurs semaines. C'est incroyable. Je veux dire, je connais les défauts du bonhomme, franchement, mais je vois surtout ses qualités, je vois surtout sa générosité, je vois tout ce qu'il fait. Mais ça veut dire que vous trouvez que c'est disproportionné ? Les attaques qu'il subit sont disproportionnées ? Mais c'est totalement disproportionné, c'est complètement dingue. C'est-à-dire, regardez la décision du CSA, elle est dingo, quoi. Je vous coupe parce qu'on a beaucoup de questions, on y reviendra sur beaucoup de questions d'internautes. Et il y a... C'est Cédric, je crois. Non, Anne. Anne, pardon. Ah oui, c'est Anne, c'est écrit Anne. La dernière décision du CSA, suspension des pubs pour TPMP pour 3 semaines, est-elle suffisante ? Mais c'est même trop. C'est trop. Évidemment que c'est trop, non, c'est complètement dingue. Il y a eu un rapporteur indépendant, je veux dire, qui propose d'abord que le sketch avec Mathieu Delormeau, la caméra cachée, n'était pas, il ne collait pas d'amende, et il préconise pour cette bête histoire de Chabit, disons-le, appelons-le comme ça, entre Cyril et Capucine, il préconise une amende de 50 000 €. Et là-dessus, la décision du CSA, c'est 3 semaines d'arrêt de pub, ce qui représente pour les uns, c'est 2 millions, pour les autres, c'est 5 millions. En tout cas, bref, c'est plusieurs millions d'euros, quoi. On n'est pas sur les 50 000 € préconisés. Donc, évidemment, c'est disproportionné. Enfin, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que... Et ça, c'est la première décision. L'histoire du canular, entre guillemets, homophobe... Oui, il n'y a pas encore de décision du CSA. Il n'y a pas eu de décision encore. Mais revenons sur votre livre. Si on suit la logique du CSA, d'ailleurs, la sanction devrait être encore plus importante. Mais à mon sens, c'est totalement absurde. Parce que c'est toujours pareil. Pour reprendre la phrase de Desproges, qui fait date et qui est importante, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, rire, alors peut-être que c'était déplacé, d'ailleurs il l'a reconnu, c'était une erreur, c'était une bêtise, voilà, mais Cyril, en aucun cas, n'est homophobe. Donc, il n'est pas malveillant quand il fait ce canular. C'est juste con, voilà. Il a fait une connerie, il l'a reconnu, il l'a écrit. Voilà, bon, après, il faut quand même... Ce que Enora dit d'ailleurs dans les interviews, aujourd'hui, vous avez commencé par me citer Enora, mais Enora, elle le rappelle, quand même, TPMP a quand même célébré un mariage gay, a fait beaucoup pour le refuge, accueille des handicapés sur le plateau tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a quand même... on voit toujours le mauvais côté des choses. Moi, j'ai tendance à voir le bon côté des choses. Christophe, il y a Isa, qui nous demande, à propos d'Enora Malagré, si elle a eu raison de partir. Elle vous demande ça. Il n'y a pas d'éducation sur Patrick Devers aussi si, on va y revenir.
revenir. D'accord. Parce que c'est Non, ça qui est important. sur Enora, est-ce qu'elle a eu raison de partir? Évidemment, pour moi, ça me fait de la peine parce que je trouve qu'elle faisait partie de l'ADN de l'émission. Maintenant, elle, comme Thierry Moreau d'ailleurs, ils ne trouvent plus leur place dans l'émission. Ils s'en vont. Voilà, libre à eux. Enfin, chacun est libre, quoi. Voilà, et ils sont partis. Moi, je trouve, si je peux donner un avis quand même, à la place d'Enora, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé parce que j'étais pas là, j'étais pas en coulisses, voilà, ni rien, mais je trouve que ça aurait été bien qu'elle parte, mais en fin de saison. Ouais. Peut-être pas maintenant. En fin de saison, voilà, il y a plus que 7-8 émissions avec Cyril. Après, je crois que c'est Julien Courbet qui va reprendre. Mais voilà, moi j'aurais été elle, je serais parti en fin de saison. Mais bon, voilà, après c'est que mon avis. Hein. Vous avez donné votre avis sur TPMP. Oui. On referme cette parenthèse parce qu'on que revient. j'assume pleinement, Mais je tiens à le complètement, dire. mais c'est bien, Voilà. c'est très bien. Et merci d'ailleurs, Christophe. On revient On sur va Patrick Devers. revenir sur Patrick Oui. Devers parce que franchement, on a beaucoup aimé ce livre et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pas que parce que vous êtes chroniqueur à TPMP. On a beaucoup aimé ce livre. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses dedans. Et moi, j'ai une question tout de suite. C'est Patrick Devers, c'était qui? Patrick Devers, c'est un homme qui a subi, disons-le, parce que je le dis dès le début du livre, et c'est pas un suspense, et puis je n'avais pas envie de créer de suspense avec ça. Il a été abusé sexuellement, d'accord? Par qui? On s'en fout, la question n'est pas là. Parce que d'autant que... Non, on s'en fout, si, on s'en fout. J'ai pas envie, on va pas venir... D'ailleurs, c'est que ça met en cause encore... Voilà. Il y a quand même... La personne est morte. C'est pour ça que je ne dis pas qui c'est. La personne est morte. Or, voilà, il y a de la famille et tout ça, j'ai pas envie, voilà, on n'avait pas... le livre n'est pas là pour ça. C'est simplement pour dresser le portrait de Devers. Devers est un homme qui a subi un abus sexuel quand il était petit, quand il était jeune, à plusieurs reprises. Et je pense que c'est un trauma. À l'époque, c'était un truc dont personne ne parlait, évidemment. C'est-à-dire, je vous parle en règle générale. C'est-à-dire, tout ce qui était pédophilie, abus sexuel, on n'en parlait pas, quoi. Maintenant, on en parle plus, la parole est plus libérée, mais quand même, un enfant qui est abusé sexuellement, forcément... vous le déglinguez. Vous le déglinguez. Je veux dire, donc après, ça demande une thérapie, ça demande plein de choses, ce que n'a pas eu Patrick Devers. Donc il a traîné ça tout le temps. Votre ouvrage, justement, il est là pour dire une fois pour toutes les raisons de son suicide. Vous affirmez que ce ne sont pas les rôles sombres qui l'ont tué, c'est ce viol qu'il a subi dans l'enfance. Exactement. Oui, c'est ça, parce que c'est important de le rappeler, parce que dans votre livre, vous l'expliquez très très bien. Lola Devers, qui, encore une fois, signe la préface, le rappelle d'entrée de jeu à l'ouverture du livre. Exactement, parce que je trouve que c'est trop facile de dire « Ah, il a fait série noire, ça l'a mis à terre, donc forcément, voilà, on l'a tiré vers le bas et tout ça. » Évidemment, ça n'a pas arrangé les choses. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses, il y a un truc à la base. Voilà. Et à la base, il y a cette enfance bafouée qui est, dont on ne se remet pas, quoi. Après, vous pouvez suivre des thérapies, mais ce n'est pas son cas. Lui, en fait, son seul moyen, en bon autodidacte qu'il était, c'était d'en parler à ses potes, à Patrick Bouchitet, à Bertrand Blier énormément, parce que c'était un peu comme son père de substitution, Bertrand Blier. Donc voilà, à lui confier tout, et il se disait, voilà, j'ai vidé mon sac, tout va mieux. Non, tout va pas mieux. Il allait mal, il allait très mal. Après, comme je dis toujours, c'est horrible, mais c'est vrai que son mal-être, il en a fait un talent. Parce que, évidemment, quand on le voyait jouer, c'était incroyable. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est toujours, comme on se disait avec Fred, une référence, un modèle. C'est ça, pour les générations de jeunes comédiens. Ça, il faut rendre à César ce qui est à Bertrand Blier, à savoir, c'est les valseuses. À partir des valseuses, de toute façon, plus jamais, on ne jouera plus jamais comme avant. À l'époque des valseuses, les deux grosses stars, hormis évidemment Louis de Funès, que je mets de côté pour le registre comique, mais sinon c'est Belmondo, Delon. Belmondo, Delon se tirent la bourre, ils n'arrêtent pas. Hein, c'est vraiment les deux superstars du box-office. Mais qui ont une manière de jouer bien à eux, qui est une manière de jouer ancienne, qui reprennent les Delon, qui reprennent les Gabin, les Ventura, etc. Voilà, c'est dans la lignée. Devers, Depardieu, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils jouent naturel. C'est du naturalisme à l'état pur. C'est-à-dire qu'on se dit, alors on croit que c'est facile, mais c'est super pas facile. Parce qu'il y en a plein qui s'y essayent après et qui vont pas y arriver. Mais ils créent un jeu qui est dirigé par Bertrand Blier et qui va totalement révolutionner la façon de jouer. Et aujourd'hui, vous prenez alors, il y a des acteurs comme Dujardin et tout ça qui se réfèrent à Belmondo, et ça se voit dans leur jeu. Mais vous prenez Duvauchel, Vincent Lindon, dont Lola Devers dit que c'est pour elle celui qui est le plus proche du jeu de son exactement. père. Je peux vous dire que le jour où j'ai dit ça à Vincent Lindon, je lui ai dit, écoute, Lola, elle trouve que c'est toi
c'est toi qui es le digne descendant de son père. Je peux vous dire que je lui ai fait son moi, voire son ami. C'est un super compliment, effectivement. Voilà. Dans ce bouquin qui est vraiment fantastique, on l'a dit, on retrouve évidemment des tas d'informations, des tas de détails sur les rapports que Patrick Devers entretenait avec Depardieu, par exemple, une forme de rivalité, avec Coluche également, et ces soirées dope où il ne se voyait probablement où il ne se voyait que pour ça. Et puis les rapports avec sa mère aussi, Mado Morin, qui a vraiment un rôle ambigu et probablement une responsabilité aussi dans sa mort. Bref, Lola, tout ça c'est bien sûr, elle n'a pas été là elle n'a pas été capable de le solver, c'est ce qu'elle dit. Christophe Kerr, on est obligé de s'arrêter parce que le temps file. Il y a plein d'internautes qui vous posent des questions. Je laisse Fred vous les poser. On les fait assez vite de façon à répondre à un maximum de gens. Est-ce que Estelle Denis joue bien au poker? Elle joue très très bien au poker. J'ai vu dans cet œil, je ne sais pas, c'était vrai ou c'était parce que ça fait comme ça? Non, c'est vrai. Non, elle joue très très bien. Moi, elle me met ma dose. Enfin, c'est pas très dur de mettre ma dose, mais non, elle joue très très bien. Aujourd'hui, c'est le bac philo et il y a Sophie qui dit combien vous avez eu au bac philo? Alors, je n'ai pas passé mon bac. Qu'elle dise impair et passe, elle comprendra pourquoi. Donc voilà, mais j'aurais adoré passer mon bac. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Marc qui demande si un film vous a marqué dernièrement, vous venez de sortir de projection presse. Est-ce que celui-ci ou d'autres? Ce qui m'a marqué dernièrement, alors, il y a un titre. Alors, bon, il y a trois films de Cannes. Allez, les trois. Les trois. Alors, il y a La Palme d'Or qui est quand même très très bien. Ça n'aurait pas été mon choix. Voilà, The Square, c'est pas mon choix. Mais c'est quand même un très bon film. 120 battements par minute de Romain Campillo qui sort le 23 août, qui est juste une bombe atomique. Et alors, l'autre bombe atomique, c'est le film avec Joaquin Phoenix, pour lequel il a eu le prix d'interprétation. Alors, je vous le dis en français, c'est « Tu n'es jamais là où on croit que tu es ». Alors, ils vont trouver un titre. Ils vont trouver un titre, voilà. Ça sort en septembre ou octobre. Et ça c'est un film de Lynn Ramsey qui est juste incroyable. C'est entre Drive et Taxi Driver. C'est pour vous dire, quand même, c'est bien. Eh bien, on suivra vos conseils. On ira au cinéma en août et en septembre voir ces films. Non, je sais. Les Ex, le 21 juin. Excellent film de Maurice Barthélémy. Ah, mais alors, c'est une comédie, mais alors, film français. Vous savez quoi? C'est notre Love Actually à nous. Eh ben, 21 juin, 21 juin, on y va. 21 juin, voilà. D'accord. Quel comédien? Les comédiens? Oui, dans le film. Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, il y a une flopée, c'est un film choral. Donc voilà, Arnaud Ducret. Choral est drôle. Voilà, choral est drôle. Avec des personnages comme ça. Merci beaucoup Christophe, j'espère que vous avez passé ce bon petit moment. Oui, dans cette interview, on rappelle le bouquin Patrick Devers, L'écorché, c'est aux éditions Michel Lafon et on recommande vraiment avec la préface de Lola que je remercie. Mais franchement, super bien. Voilà. On attaque la seconde partie de l'émission, fini de rigoler. Et oui, ils viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission. On les salue. Nicolas Voller qui va nous annoncer les grands rendez-vous de l'été diffusés pendant l'été, évidemment. Mais tout de suite... tout de suite, on anticipe l'actualité politique avec Karl Meus, comme à chaque fois, sociétaire de cette table. Il a son nom sur le tabouret. Vous êtes rédacteur en chef. Merci de l'avoir laissé. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Dimanche prochain, donc, c'est le second tour des législatives. Les 577 députés seront élus. Que va-t-il se passer pour les nouveaux élus la semaine prochaine? Alors déjà, ils vont faire la fête dimanche. Ouais. Il y en a certains qui ont un peu anticipé parce qu'il n'y a pas trop de suspense, mais voilà. Ils vont faire la fête et puis ensuite, ils vont faire, un peu comme tout le monde quand on arrive dans une entreprise, ils vont aller voir leur nouveau bureau. Donc ils vont aller à l'Assemblée nationale. Ouais. Je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a un petit stress parce qu'il va y avoir tellement de nouveaux élus qui vont arriver à partir de mardi. Parce que il y a des formalités administratives à remplir. Il faut remplir des papiers, il faut se faire prendre en photo pour pouvoir être badgé. C'est tout bête, mais quand il y a sur les 577, 400 et quelques nouveaux, il faut refaire tout ça. Donc ça va être un peu compliqué. Et puis, il va y avoir la remise de la traditionnelle mallette. Oui. La fameuse mallette. Alors la fameuse mallette, dites-nous ce qu'elle contient parce qu'on se pose à chaque fois. J'ai pas le droit de vous le dire, j'ai signé un engagement. Bon, on le dit quand même. Les codes nucléaires. C'est quasiment, c'est pour ça. Vous allez être très déçus. Il y a le livret d'accueil. Ici, un peu le règlement, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Les hommes doivent être en cravate, tout ça. La cravate, c'est obligatoire. La cravate est obligatoire. Dans l'hémicycle. Ah oui. Vous vous souvenez, Jack Lang, une fois, était venu sans cravate. Oui, exact. Avec un col Mao. Ça avait fait un grand désordre. Ah, évidemment, comme il avait le col Mao. Mais c'est bien de le préciser. Donc ensuite, il y a l'écharpe tricolore, l'insigne qui doit être porté dans les cérémonies publiques et la cocarde que l'on peut mettre derrière le pare-brise que l'on peut potentiellement. C'est pas tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est tout, mais c'est indispensable pour l'exercice de la fonction. Et puis dans la mallette, il y a une cravate donc. Ah non, chacun choisit la sienne. Vous avez le droit. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut voir qu'ils ont la mallette, ils doivent prendre possession des lieux, des bureaux. Comment ça se passe? C'est une répartition géographique. Comment ça fonctionne Non, mais là, c'est la bagarre. C'est comme en entreprise. Non, sérieux? Ah non, mais les bureaux, parce qu'il
il y a des bureaux très différents. Vous savez, il y a les bureaux rue Aristide Briand, nouveaux bureaux qui ont été créés il y a quelques années, ils sont magnifiques, tout moderne, ça. Ensuite, il y a les bureaux, quand vous entrez au 126 rue de l'Assemblée, sur la droite, il y a les bureaux un peu l'aile des ministres, les anciens ministres, François Fillon. Il y avait un bureau équivalent à 2-3 bureaux. Puis il y a les bureaux du 126, c'est pas mal, ils sont au moins pas très loin de l'hémicycle. Puis il y a ceux qui sont exilés au 101 de la rue Université. C'est pas très loin, c'est à pied, vous pouvez passer par les sous-sols. C'est des tout petits bureaux avec un lit pliant pour ceux qui sont en province. Donc non, c'est la regarde, il faut se dépêcher pour avoir son bureau. À ce moment-là, c'est vraiment une négociation pied à pied pour avoir... Écoutez, je peux vous raconter une anecdote. Une fois, il y a un député qui venait de se faire réélire. Il arrive à l'Assemblée et il constate que son bureau était annexé par son voisin. En l'occurrence, c'était Claude Barthelone qui avait mis tous les dossiers. Et comme il n'était jamais venu de la législature, Barthelone avait considéré que le bureau, il pouvait l'annexer. Non, c'est le mien. Quand même, à ce moment-là. Non, c'est la guerre. Et une fois qu'ils sont installés, alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine alors cette semaine, jusqu'au 23 juin, c'est l'accueil des députés. Alors là, c'est très important, donc les huissiers seront là. Sûr. Il y en a un qui a eu énormément de chance, c'est Sylvain Maillard, parce que lui, il a été élu dès le premier tour, dimanche dernier. Il est arrivé tout seul, il m'a expliqué tout à l'heure, j'avais 17 députés, 17 huissiers pour moi, aux petits oignons, il a eu le droit à une visite privée. Les autres n'auront pas le droit à tout ça. L'ouverture officielle de la 15e session, c'est le 27 juin. Auparavant, il faut que chaque groupe se constitue, il faut 15 députés pour faire un groupe, élise son président de groupe, et ensuite, tout ce petit monde-là va élire, à partir du 27-28 juin, le président de l'Assemblée nationale, les 3 vice-présidents, les 6 vice-présidents, 3 questeurs, ceux qui gèrent l'argent, et les 12 secrétaires. Et ensuite, ils attendront le discours de politique générale du Premier ministre, qui normalement doit avoir lieu le 4 juillet. Et ensuite, il y aura un vote, ce qui permettra de déterminer ceux qui votent pour, qui seront dans la majorité, ceux qui votent contre, qui sont dans l'opposition. Il pourra y avoir des petites surprises. Merci. On en parlera. Après, il y a le bizutage normalement. Mais vous voyez, Christophe, c'est clair. Non, il n'y a pas de bizutage. Ils ont voté une loi interdisant le bizutage, alors ils n'ont pas le droit de faire. C'est ça, c'est clair. Vous avez vu tout ça, c'est clair, c'est fluide. Vous avez appris plein de choses aussi. C'était rapide. C'était rapide. Merci beaucoup, Karl. On suivra évidemment ces élections dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr. Et puis on retrouve évidemment votre regard dans le Figaro Magazine chaque week-end. Je n'oublie pas de vous donner rendez-vous à 19h45 ce dimanche pour une émission spéciale législative diffusée sur Figaro.fr et sur Figaro Live. Animé par Charlotte Barillon Denebouy, ici présente, moi-même, et Yves Tréhard et Vincent Roux, Ariane Lecoeur. Pour la deuxième partie, effectivement. Et vous en ferez partie d'ailleurs. Bien sûr. C'est chroniqueur. Christophe Carrier, en préparant cette émission, on a vu avec Charlotte que vous avez tweeté à plusieurs reprises pour inciter les gens à aller voter. Oui. Pour moi, c'est super important. Pour moi, c'est voter pour, voter contre, mais il faut voter. Ça, c'est un devoir. Mais vraiment, c'est un devoir. Il y a des gens qui sont morts pour ça, quoi. Donc, franchement, je prends très à cœur le devoir civique. Hein. Vraiment. Et je peux vous dire que mes filles ont beau avoir 7 et 10 ans, elles sont déjà au taquet sur la 5e République. Elles votent déjà. Voilà. Si elles votent déjà, c'est bien un problème chez les Carrières. Elles manifestent dans l'appartement, quand même. Ah oui, c'est clair. Je vous assure. Non. Ça banderole et tout chez les Carrières. Oui, ça banderole. Oui, d'accord. Merci Karl en tout cas de votre intervention. Je vous propose maintenant que l'on passe à la suite de l'actualité et que l'on parle de télévision. La télévision de l'été, effectivement, avec Nicolas Voller. Bonjour Nicolas, vous êtes rédacteur en chef au TV Max. Souvent, les chaînes de télé profitent de la période estivale pour tester des programmes ou changer parfois radicalement leur contenu. Que nous ont concocté les chaînes pour cet été? Alors, elles ont prévu quand même quelques petits trucs. C'est vrai que souvent les chaînes se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le soleil, il y a la plage, il y a les enfants, il y a la détente. C'est compliqué, mettre des rediffs, etc. C'est parfois difficile, mais les chaînes ne baissent pas toutes les bras. Et vous allez le voir, notamment à tout seigneur, tout honneur, TF1 qui va lancer la seconde saison de son émission Ninja Warrior, animée par Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Super divertissement familial, c'est fédérateur, les gamins adorent. Ça succédera juste à Koh-Lanta dont la finale a lieu demain ce week-end. Ça, ce sera vraiment un gros programme d'été. Ça avait plutôt très bien marché l'année dernière, donc ils remettent ça. La petite surprise, c'est l'émission d'Arthur qui va s'appeler La Dream Company. Alors là, c'est une émission totalement surprise et programme surprise vraiment même dans le concept, puisque ça permettra de réaliser un rêve de quelqu'un, de surprendre un proche, de faire... Donc le contenu est totalement mystérieux, à mi-chemin entre Perdu de vue et Evelyne Thomas de la grande époque, et l'émission vraiment va en surprendre plus d'un. On n'oublie pas Jean-Luc Reichmann, présent 365 jours par an, hein, c'est quand même le
seul animateur de toute la télé qui le fait. Il propose le combat des maîtres dans lequel on retrouvera Christian Quesada, le plus grand vainqueur de l'histoire des Jeux en France. Voilà, les 12 coups de midi. C'est à midi, voilà, on voit la bande-annonce. Donc Christian Quesada, 850 000 € de gain, le plus grand gagnant de l'histoire de la télé française, qui sera opposé notamment à Timothée, qui est le tout dernier gagnant, qui vient juste d'être éliminé. Laurence Bocconi sera également là avec Les Cerveaux, un nouveau jeu télé. Et puis, sans oublier, une grande émission de variété consacrée à Michel Berger, dont on commémore les 25 ans de la disparition, avec beaucoup d'artistes en direct. Mais rassurez-nous, Nicolas, face à TF1, les concurrents, ils ont aussi de la matière là. Alors, ils vont quand même un petit peu se défendre, je vous rassure, notamment France 2, qui devrait lancer dans le courant de l'été son émission Qui sera le prochain grand pâtissier. Alors vous savez, c'est une émission qui avait été lancée un peu après celle d'M6. Celle d'M6 avait cartonné, celle de France 2 était tombée dans l'oubli. Ils relancent ça, ils ont pris Jean Humbert, l'ancien vainqueur de Top Chef, pour animer l'émission, avec évidemment des grands chefs pâtissiers. Donc ils espèrent évidemment un renouveau. On n'oubliera pas le feu d'artifice traditionnel avec Stéphane Bern. Le Festival interceltique de Lorient, très important. Souvent on n'en parle pas de cette émission, c'est Cyril Ferraud qui l'anime. Carton, 3 millions de téléspectateurs, 15% de part d'audience. Ce sera évidemment à suivre. Fort Boyard, 27 ans d'existence. Olivier Mine, voilà. Fort Boyard, c'est le rendez-vous de l'été, ça. Prenez des notes parce que là, il envoie, Nicolas. Et sans doute pas à la fin. Et évidemment, il y aura aussi sur NT1 une émission qui va s'appeler 10 couples parfaits. C'est une émission de dating de TF1 d'été présentée par Elsa Fayer. Ça n'existe pas, la perfection, avec 20 Nicolas. Couples qui, normalement, scientifiquement, sont faits l'un pour l'autre. Et on va tester ça pour voir effectivement si ça fonctionne. Il y a quelques belles paires, à mon avis, là-dedans. Et Nicolas, on fait vite, on est moi déjà. Et au niveau des fictions, on a longtemps eu des sagas d'été très fortes pendant cette période-là sur les grandes chaînes. Là, on a l'impression que c'est un peu disparu. Alors ça a disparu depuis quelques années. Les chaînes ne misaient plus trop dessus. Les grandes époques Dolmen, la Vengeance, etc. C'est un petit peu passé. Mais là, TF1 lance un nouveau pari. Vous savez qu'ils ont racheté la boîte de production de Plus belle la vie. Eh bien, ils lancent leur saga d'été quotidienne. Ce sera avec Ingrid Chauvin. Il y aura Laurie Pester, Charlotte Valandré. Ça s'appelle C'est le retour de Charlotte Valandré aussi à la télé. Absolument, oui, ça s'appelle Demain nous appartient. C'est testé tout l'été. Et mon petit doigt me dit que si l'émission, si ça fonctionne, TF1 pourrait très bien faire, comme France 3, Plus belle la vie, un feuilleton quotidien là-dessus. Absolument. Et s'il y a bien un programme, évidemment, Nicolas Voller, qui ne fait pas relâche, c'est le sport. Et même sans Coupe du Monde, ni Jeux Olympiques, ça reste un bon vecteur d'audience, non? La carton plein pour France Télévisions. Charlotte, vous l'avez dit. TF1 ne sera pas présent là-dessus. On verra tout. Le Tour de France. Nouveau commentateur, Alexandre Pasteur, que je vous recommande, un type extraordinaire qui commente sur Eurosport et qui va vraiment apporter sa patte au Tour de France. Franck Ferrand, qu'on connaît bien, qui va faire tout l'historique, qui est un type génial et passionnant. L'Euro féminin, on parle toujours des garçons. L'Euro des filles, ce sera aux Pays-Bas. Les Françaises ont vraiment une vraie chance. Coupe du monde de rugby féminine, ce sera également sur France Télé. Les championnats du monde en août d'athlétisme, ne pas rater. Usain Bolt, c'est sa dernière compétition officielle. Il ne faudra absolument pas rater ça au mois d'août. Et puis évidemment, on suivra aussi les Français. Renaud Lavillenie, Kevin Mayer, puisque je vous rappelle que les audiences, très bizarrement, des championnats du monde de natation ou d'athlétisme dépendent beaucoup des performances des Français. Quand les Français cartonnent, ça cartonne. Quand les Français sont nuls, les audiences ne sont pas au rendez-vous. Alors vive la France, allez la France. Nicolas, merci pour ce point. On vous retrouve dans le TV Mag, sur le Figaro.fr et au Buzz Télé, évidemment, très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Tout ce que vient de nous dire Nicolas, vous le retrouvez sur le Figaro.fr pour bien regarder et préparer vos programmes de l'été. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Christophe Carrière, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Patrick Devers, L'écorché. C'est édité chez Michel Lafon. Merci de votre accueil, franchement. Christophe, on ne repart pas les mains vides. Non, jamais. C'est un principe. Même si vous n'êtes pas à la retraite, on n'y pense pas. Les vacances quand même. Alors j'ai le plaisir de vous offrir les 100 lieux pour se ressourcer en France, qui est en vente actuellement. Ah oui, ça, pour me ressourcer avant la rentrée, c'est bien de ça. journaux. Et ça se trouve aussi sur le Figaro. Store.fr. Et puis Christophe, voici également toujours les plus belles chambres d'eau 2017-2018. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est parfait. C'est parfait, ça va m'être utile. Encore, et merci beaucoup de nous avoir suivis à tous et à tous. Ça me fait penser d'ailleurs, dans TPMP, j'avais gagné un voyage à Rodez, ils ne m'ont toujours pas payé. Il va falloir. J'ai gagné un restaurant et Cyril Hanouna ne me l'a toujours pas offert. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine, pardon. Même heure, même endroit. À la semaine prochaine.